now I'd like to present Marwan Mohammed, who will do the translation. Ok, donc on va essayer de faire rapidement. Donc, sur la première intervention, celle de Ouzma, Ouzma a étudié vraiment le contexte québécois et elle expliquait que c'est vraiment à mi-chemin entre un modèle anglo-saxon classique, mais également sous influence française. Il y a autre chose qui est intéressant de noter sur le modèle québécois, c'est qu'ils se sentent en minorité à l'intérieur même de l'espace canadien. Et donc ça crée un sentiment, une situation particulière dans leur manière d'aborder ces questions-là. Il y a eu des petits litiges au fil des derniers temps, des événements, des désaccords sur le port du turban, ou bien du foulard, ou bien concernant une communauté juive qui demandait à un hôtel en face de changer sa devanture. Mais c'est des choses qui ont été utilisées dans le contexte médiatique, mais qui n'avaient pas une ampleur nationale. Il y a un point juridique qui est important au Québec, ça s'appelle le concept de l'accommodement raisonnable. Et ça dit quelque chose de très simple. Quand une minorité, quand une communauté a des demandes, tant qu'on peut les accommoder sans que ça modifie le service dans son ensemble, tant que c'est raisonnable, eh bien il faut les prendre en compte. Et ce qui était un concept d'ordre juridique spécifique au contexte québécois est devenu au fur et à mesure une posture politique. Donc on s'est saisi de manière politique de cette idée-là pour définir qu'est-ce qui était raisonnable ou non, avec l'idée que eux revendiquent, donc eux, les musulmans ou ces minorités-là, et nous devons préserver, nous devons sauvegarder notre modèle. Et donc, dans ce cadre-là, c'est comme si on avait une espèce de majorité qui a le droit d'imposer à la minorité les modalités d'interaction avec elle. Et il y a quelque chose de profond et qui est revenu dans l'ensemble des interventions, qui est verbalisé ou non dans cette population majoritaire, c'est la crainte de perdre quelque chose qui tient à l'identité, quelque chose qui tient à l'histoire réelle ou fantasmée. Et donc le débat qu'on a aujourd'hui à travers la Charte des valeurs québécoises, c'est vraiment cette idée de préserver, cette idée de protéger à travers deux lignes d'argumentation. La première, c'est de protéger la nature séculaire de l'État et protéger la neutralité des personnels des services publics. Et on va utiliser en fait ces concepts-là, l'idée séculaire et puis l'idée d'ostensibilité d'un certain nombre de signes comme des outils d'inclusion, d'exclusion, d'acceptable ou d'inacceptable. Et puis, comme on l'a vu dans les interventions d'hier, il y a un personnage central dans cette histoire, c'est la femme musulmane à libérer. Et elle est centrale dans la production du discours autour de la Charte des valeurs, mais elle est également centrale dans les mobilisations qui dénoncent ce projet de Charte des valeurs, et ça démontre au sein de la société québécoise, malheureusement, une inaptitude à gérer la différence dans le cadre existant. Ensuite, dans l'intervention d'Ahmed, ce qu'il expliquait, c'est que l'islamophobie, c'est pas juste un phénomène social et psychologique, mais ça peut être aussi pensé comme un système beaucoup plus englobant. Et lui a choisi de le voir, de le regarder avec un angle vraiment très particulier. C'est l'idée de penser l'islamophobie comme une infrastructure idéologique qui permet de mener et d'accomplir un projet. Quel projet ? Un projet qui serait en vérité une forme d'hégémonie néolibérale qui serait principalement anglo-saxonne. Et quand il parle de néolibéralisme, il ne se limite pas à une forme de dérégulation économique ou un projet économique, mais aussi un projet social, aussi un projet idéologique, aussi un projet éducatif. Et il citait Paul Salem, un des penseurs de ce changement-là, qui expliquait qu'il voulait déplacer la logique de confrontation vis-à-vis du monde arabo-musulman des champs de bataille vers la salle de classe. Et donc au fur et à mesure de délaisser des formes conventionnelles de conflit, des formes conventionnelles de lutte idéologique pour les emmener sur un terrain où peut-être des moyens de soft power vont être un peu plus opérants. Et l'éducation, le champ que Ahmed avait choisi, c'est celui qui a l'air d'être le plus à l'œuvre. Donc cet impérialisme, il se manifeste par une volonté d'investir l'éducation pour instiller des concepts.
ces concepts-là, ils passent de l'économie de marché, l'économie libérale, mais aussi ils vont jusqu'à des enjeux de civilisation. Donc l'idée d'imposer une espèce de nouvelle mission civilisatrice avec pour seul objectif la production d'un musulman sur mesure. Ce musulman tel qu'on le voudrait. Il aurait des attributs locaux, culturels, folkloriques, mais il aurait aussi une espèce d'ADN idéologique, une façon de se comporter qui correspond bien à notre projet d'ensemble. Il est un consommateur, il est inscrit dans une économie de marché, il est tel qu'on le veut. Et cette façon d'aborder l'éducation, elle est asymétrique en fonction de à qui on s'adresse. C'est-à-dire que dans les pays musulmans, dans les pays du Moyen-Orient, on va essayer d'évacuer toute notion de conflit, toute notion de politisation, avec l'idée d'expliquer aux gens qu'il faut être des bons consommateurs et de modifier les programmes scolaires de manière à avoir une vision utilitaire des études et des diplômes. Et dans le même temps, on passe complètement de côté le fait que, en Israël, l'éducation est explicitement militarisée, avec le fait de guerre comme étant quelque chose de constitutif dans l'univers des possibles qu'on fait passer aux étudiants. Même chose aux États-Unis, le fait de guerre est quelque chose de très présent dans l'éducation. Donc ce processus de marchandisation, de privatisation du système de l'éducation dans un certain nombre de pays à majorité musulmane, c'est quelque chose qui a été déployé au fil des dernières années, et avec l'idée, avec le prétexte que ça permettrait de lutter contre la radicalisation. Et on a instillé plusieurs messages clés. Le premier, c'est celui de l'économie de marché, l'économie libérale comme paradigme du seul développement possible, du seul progrès possible, et puis aussi une vision utilitaire et immédiate des diplômes. C'est-à-dire que j'envisage la langue, la culture, le diplôme, l'éducation comme seul moyen d'acquérir de décrocher un travail. Et donc, le savoir est valorisé dans cette grille de lecture-là. Je ne perçois le savoir que comme moyen de décrocher un emploi, d'être opérant sur le marché du travail dans un espace globalisé où je suis en concurrence avec d'autres main-d'œuvre, d'autres savoirs partout à travers le monde. Et puis ensuite, aussi à travers des vecteurs d'éducation non explicites, par exemple la culture cinématographique, les dessins animés, l'iconographie, avec ce que Ahmed qualifiait de disneyfication de l'islamophobie, qui consistait par exemple à produire un dessin animé où on fait passer à travers le dessin animé ou à travers la série des messages clés. Et donc il faut voir ça dans un cadre beaucoup plus large qui est celui de la destruction civilisationnelle. Ce qui a été à l'œuvre dans un contexte comme celui de l'Irak, c'est pas juste une guerre au sens militaire du terme, et c'est pas la construction d'une nation, mais plutôt la destruction d'une nation. La destruction d'un modèle d'éducation, la destruction d'une histoire à travers les dommages qui ont été perpétrés sur les archives du pays, toutes les pièces historiques qu'ils avaient, la destruction d'une culture et la destruction d'une langue, cette langue et ces éléments culturels qui ne sont plus vus que comme des concepts marketing, que comme des choses qui vont être valorisées ou non dans cette grille de lecture-là. Et donc le projet universitaire est très influencé par ça. Et on a besoin, on est absolument obligé de créer cette hiérarchie des savoirs, parce qu'elle est absolument centrale dans le projet d'ensemble, qui vise une seule chose, la production d'un modèle civilisationnel hégémonique. Okay. Voilà. Ensuite, dans l'intervention de Chidel, elle a commencé par introduire un concept, celui de la spectralité. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? En fait, pour rebondir sur ce que Ahmed disait, Chidel disait que c'est pas l'islamophobie et le racisme, c'est pas juste ces pathologies qu'on avait essayé de décrire hier, mais c'est aussi, voire surtout, une pathologie politique. Et la spectralité, qu'est-ce qu'elle vient décrire? Elle vient décrire le fait qu'on n'a plus une obligation de réel. On n'a plus l'obligation d'être exact et juste et argumenté dans son discours, puisqu'on peut décrire des choses dans l'environnement européen, dans l'environnement qui est le nôtre, qu'elles soient vraies ou non. Et donc cette frontière entre le réel et l'irréel, entre ce qui est présent et absent, entre ces musulmans tels qu'ils sont et tels qu'on les décrit, elle est plus aussi fixe. Et donc la spectralité, elle permet de rendre compte de la nature irrationnelle, parfois surréelle, de l'islamophobie. Et donc on peut dire aujourd'hui que le spectre du colonialisme, le spectre
des racismes du XXe siècle continue à être présent. En quelque sorte, il hante notre société européenne et on parle à des fantômes, ce qui au passage permet de dépasser la linéarité du récit historique, de mobiliser des événements, des batailles, des luttes passées pour les rendre opérantes politiquement aujourd'hui. Et donc le débat d'aujourd'hui, il en est un pur exemple. L'Europe, elle mène ce dialogue et en même temps, elle a la contrainte qu'elle se fixe à elle-même de produire un discours de racisme acceptable. D'accord ? Et donc, le racisme et les arguments qu'il mobilise eh bien, doit être opérant tout en étant compatible avec un certain nombre de valeurs mythifiées, par exemple l'égalité, l'antiracisme et les droits de l'homme. Et donc, ces concepts-là, ils n'ont plus besoin d'être réels, puisqu'ils doivent être au minimum opérants dans cette narration qui n'a plus besoin de s'inscrire dans une vérification, dans une égalité réelle, mais bel et bien dans la puissance d'un récit au sens purement narratif du terme. Donc je parle à des fantômes, littéralement, quand je m'adresse à telle ou telle personnalité politique. Et donc ça permet d'éliminer la portée politique du racisme, qui est non plus vu comme un système, qui est non plus vu comme quelque chose d'englobant, mais comme une série d'événements aléatoires et individuels. Et en ce sens,